Après avoir discuté brièvement de poésie dada, nous ferons maintenant un détour du côté des publications littéraires et des affiches faisant la promotion des événements dadaïstes. Cela n'est pas habituel dans le cadre de notre cours, mais dans ce courant-ci, ces médiums d'expression se rapprochent grandement des productions en art visuel. Nous avons déjà discuté du fait que notre méthode d'analyse de l'image pouvait s'appliquer tant aux œuvres anciennes qu'à celles de la modernité. Nous pouvons maintenant entrevoir les prochaines images comme autant de productions visuelles auxquelles nous pourrions appliquer cette même démarche d'analyse. Aussi, ce sera l'occasion pour nous de comprendre comment l'œuvre de Dada a pu se diffuser à un large auditoire et ainsi se propager hors des frontières du pays qui l'a vu naître. La première publication se nomme, à l'instar du lieu de spectacle, Cabaret Voltaire. Hugo Ball y énonce les visées du projet dadaïste en formulant « Cette revue se propose de rappeler qu'il y a, au-delà de la guerre et des patries, des hommes indépendants qui vivent d'autres idéaux. » C'est d'ailleurs dans cette publication qu'apparaît pour la première fois le nom Dada. On y retrouve les productions écrites ou dessinées de nombreux artistes modernes associés à d'autres courants tels que Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Marinetti ou Hans Arp. Ici, un poème simultané composé par Richard Welsenbeck, Marcel Janco et Tristan Tzara. Les prochaines publications prennent tout simplement le nom de Dada. Les deux premiers numéros conservent une facture plutôt classique. Ce n'est qu'au troisième numéro que la mise en page de la couverture de Dada correspond davantage à l'esprit dadaïste. Déjà, on remarque qu'une partie de l'écriture adopte la diagonale, délaissant partiellement les codes classiques de l'édition. On peut attribuer ce changement d'orientation en grande partie au Roumain Tristan Tzara, qui prend le leadership de la publication. C'est dans ce numéro que l'on peut lire le manifeste de Dada, publié par Tzara. La lecture de la première ligne, qui peut paraître déroutante à première vue, traduit l'esprit loufoque du courant. Pour lancer un manifeste, il faut vouloir ABC, foudroyer contre 1, 2, 3, s'énerver et aiguiser les ailes pour conquérir et répandre de petits et de grands ABC, signer, crier, jurer, arranger la prose sous une forme d'évidence absolue, irréfutable, prouver son non plus ultra et soutenir que la nouveauté ressemble à la vie comme la dernière apparition d'une cocotte prouve l'essentiel de Dieu. Surprenant, n'est-ce pas? Alors, afin de vous remémorer ce qu'est un manifeste, je vous propose l'exercice suivant. Dans un premier temps, allez relire la définition d'un manifeste que nous avons étudié dans notre cours sur l'expressionnisme allemand. Ensuite, relevez dans ce manifeste Dada 2 extraits qui peuvent appuyer les éléments de cette définition. Pour ce faire, activez le lien présenté en titre afin d'avoir accès au texte intégral. La suite des publications confirme l'esprit libre de Dada. Variant la mise en page à chaque numéro, Dada ne se contente pas d'une seule police de caractère, bien au contraire. Et remarquez l'effort nécessaire afin de décoder les pages couverture de cette publication. Dada veut faire partie de la vie de ses lecteurs en le déroutant, en le faisant travailler un peu. Les numéros 7 et 8 seront les dernières publications de l'édition zurichoise. À cette époque, Tristan Tzara voyage fréquemment. Il rejoint Francis Picabia à Paris et dirige même le 8e et dernier numéro de Dada de Tarens en Autriche. Les artistes voyageant souvent à cette époque et la diffusion de revues dans différents pays expliquent le caractère international de ce courant.
La capitale allemande a sa propre publication nommée Der Dada. D'emblée, j'aimerais vous faire remarquer l'utilisation de la technique du collage ou photomontage utilisée pour la page couverture du 3e numéro. Ce mode de composition sera très populaire auprès des artistes allemands qui voulaient se détacher complètement de la peinture. Nous y reviendrons plus loin. Dans ces numéros, la vocation plus politisée des artistes installés à Berlin se fait ressentir par des textes empruntant au style de la propagande et au langage de la publicité. Si les artistes de Zurich utilisaient l'humour pour faire réagir les gens, les Berlinois, eux, étaient plus radicaux, prenant position contre le gouvernement de Weimar, la bureaucratie prussienne ou la bourgeoisie conservatrice. Nous ne serons pas surpris d'apprendre qu'il existait de nombreuses dissensions et divergences d'opinion entre les artistes du courant. Quoi de plus normal de la part de créateurs cherchant tout sauf le consensus? Cela n'empêche pas les artistes berlinois d'organiser la première foire internationale Dada en juin 1920. Nous voyons ici la première page du catalogue témoignant de cette manifestation artistique des plus éclatées. Je vous mets au défi d'identifier toutes les images utilisées pour composer cette page frontispice. La confusion est un des mots d'ordre de Dada. Et confusion, il y en a eu lors de l'événement. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque les dadaïstes ne purent même pas présenter leurs poèmes à leur auditoire jusqu'au bout. Le public, scandalisé par leurs propos incendiaires, obligera les artistes à interrompre leur lecture. Même la police fut appelée sur les lieux. Elle saisit alors tous les exemplaires du manifeste de Welsenbeck et emprisonna Raoul Haussmann pour 3 jours. Il y a fort à parier que de voir accrocher au plafond une statue habillée en uniforme d'officier avec un masque de porc n'ait rien eu pour calmer le jeu. En comparaison, une affiche présentant une exposition internationale à Paris semble presque naïve. On demande d'apporter des fleurs en inscrivant « Myosotis » s'il vous plaît, ou encore « On cherche des athlètes ». Et on devine même le ton dérisoire derrière « Qui est-ce qui veut une paire de claques ?» Derrière ce ton bon enfant se cache un tumulte plus important. Dada peut être victime de son manque de cohésion, perd peu à peu de ses adeptes au profit des surréalistes qui s'organisent. L'on voit ici la page frontispice du journal transparent de Zara en réponse à André Breton, qui croit que les dadaïstes sont surtout unis par leurs différences. La mise en page se présente comme un rébut, mais qui ne fonctionne absolument pas. Le cœur à barbe, qui en soi ne veut rien dire, est écrit avec des images intercalées n'ayant, elles non plus, aucun sens entre elles. Une lame de rasoir, un index pointé, une montgolfière, une balance, un navire, un trio de parapluies et bien d'autres choses encore soulignent l'absurdité de cette composition. On remarque que la différence d'échelle des images représentées vient aussi compliquer la lecture du message. L'index pointé est presque aussi gros que la montgolfière. Cette réponse écrite sera complétée par une ultime soirée où dadaïstes et surréalistes croiseront le fer pour une rupture que plusieurs qualifieront de définitive. Pour notre part, nous ne pouvons terminer l'aventure Dada sans aller du côté des productions en art visuel.